première offensive française, c'est une offensive pour délivrer l'Alsace-Lorraine. Il faut combattre en Alsace-Lorraine pour récupérer l'Alsace-Lorraine. Donc il y a une espèce de pression psychologique, sentimentale, un peu de toute la société, et les militaires sont englobés là-dedans. C'est-à-dire c'était une espèce de chanson qu'on entendait en fond, comme ça, imprimée dans la mémoire de millions de gens, une petite musique dont ils se sont souvenus tout à coup en 1914. Et là, toutes sortes d'images leur sont revenues à l'esprit. Cette carte, effectivement, avec le liseré noir ou le liseré violet, les images de Hansi, les petits Alsaciens avec des drapeaux tricolores, quelques romans, quelques poèmes, chansons, tout ça leur est immédiatement revenu à l'esprit, tout ça est remonté à la surface, et ils étaient vraiment désireux de délivrer l'Alsace-Lorraine. On a développé cette image de l'Alsacienne éminemment reconnaissable par sa coiffe, et il y a aussi cette idée que l'Alsace est une créature fragile et qui est susceptible d'être prise par un étranger, et donc il faut que ce soit une femme. Cette femme qui va être disputée par deux grands adversaires que sont la France et l'Allemagne. Cette femme convoitée incarne l'Alsace-Lorraine, un territoire dont le destin et l'identité ne peuvent être réduits à l'image fabriquée par la propagande pour légitimer la guerre. Enjeu crucial entre la France et l'Allemagne, devenu ennemi héréditaire après l'affrontement de 1870, ce territoire sera au cœur de la Première Guerre mondiale et marquera dans le sang l'histoire du XXe siècle. En 1896, j'avais 7 ans, je me souviens, derrière la chaire de ma vénérée maîtresse, Madame Bourzès, il y avait une carte de France. Et sur cette carte de France, on voyait une tache noire. Elle nous expliquait que c'était l'Alsace-Lorraine que nous avions perdue. Ah. Enfant, regarde sur ces cartes ce point noir qu'il faut effacer. Ce point, c'est toute une province que volèrent les Allemands pour calmer l'appétit d'un prince. Les princes, parfois, sont gourmands. Au début de la guerre qui oppose la France à la coalition des États allemands, Strasbourg, point stratégique de franchissement du Rhin, est encerclé par l'armée prussienne dès le 16 août 1870. Après un siège de plusieurs semaines durant lequel plus de 200 000 obus s'abattent sur la ville alsacienne, c'est la capitulation. La ville est exsangue. La cathédrale endommagée surplombe les ruines de quartiers entiers. Quelques mois plus tard, c'est le gouvernement français qui capitulera. Fort de sa victoire, l'Empire allemand aura une exigence inattendue, l'annexion de toute l'Alsace et d'une partie de la Lorraine. La revendication de l'annexion de l'Alsace ne correspond pas à une requête de longue date du mouvement national allemand. Mais dès que la guerre franco-allemande éclate, le débat émerge très rapidement dans la presse allemande, notamment dans la presse nationaliste et dans les cercles libéraux à tendance nationaliste, où l'on se dit alors qu'il faudrait que la guerre rapporte quelque chose, un butin. Ce serait aussi l'opportunité de faire revenir l'Alsace perdue, l'Alsace et la Lorraine germanophone perdues dans la nation. En avançant bien sûr l'argument de l'appartenance culturelle et de l'appartenance historique à cette nation. On note par exemple de nombreuses métaphores naturelles qui comparent l'Alsace à un arbre sur lequel on aurait appliqué un vernis français.
Sa souche est allemande, mais quelques branches françaises ont poussé ça et là. Et en coupant ces pousses, en enlevant cette écorce de culture française, on verrait à nouveau apparaître au grand jour la vieille Allemagne, resplendissante. C'est ça aussi le drame de l'Alsace, comme on a souvent dit. Pour les Allemands, on ne choisit pas sa nationalité. La nationalité, elle est acquise à la naissance. On est de sang allemand, de parents allemands, de langue allemande, et donc on est allemand. Alors dans cette optique, l'Alsacien est allemand. Pour les Français, à partir de la Révolution, on a plutôt la notion de choix. On est français par choix, c'est-à-dire on choisit d'adhérer à un ensemble de valeurs, et quelle que soit son origine, on peut devenir français. Ce sont deux manières différentes d'appréhender l'idée de nation. On peut l'envisager comme une donnée imposée à chacun, à laquelle on ne peut pas se soustraire et qui ne peut se définir à l'aune de critères objectifs. Cette définition entraînera d'ailleurs le débat sur la notion de race au début du XXe siècle, où l'on assiste à des tentatives de fonder l'idée de nation sur des ressorts racistes. Et bien sûr, ce débat sera central tout au long du XXe siècle. Si l'Alsace et la Lorraine ont bien été conquises dès l'automne 1870, leurs députés, élus en février 1871, sont toujours français et siègent à Bordeaux, où l'Assemblée nationale s'est repliée. Le 17 février, en pleine négociation de paix, ils décident de parler d'une seule voix pour supplier la France de ne pas abandonner leur province à l'Allemagne. Ils ne seront pas entendus. Le 1er mars, voyant que la bataille est perdue, le député de Colmar Jules Grosjean annonce leur démission collective. Livrés au mépris de toute justice et par un odieux abus de la force à la domination de l'étranger, nous déclarons encore une fois nul et non avenu un pacte qui dispose de nous sans notre consentement. Vos frères d'Alsace et de Lorraine, séparés en ce moment de la famille commune, conserveront à la France, absente de leur foyer, une affection filiale jusqu'au jour où elle viendra y reprendre sa place. Sombre et silencieux, selon des témoins, ils quittent ensuite la salle malgré les supplications de leurs collègues. Émile Kuss, le député maire de Strasbourg, meurt le soir même d'une crise cardiaque due, dit-on, à l'émotion. La mécanique d'annexion ne peut plus être arrêtée et elle sera entérinée par le traité de Francfort signé le 10 mai 1871. C'est une logique toute militaire qui détermine le tracé des nouvelles frontières entre la France et l'Allemagne. Convaincu que la France ne se contentera pas d'une défaite, le chancelier Bismarck veut repousser les frontières vers l'ouest en intégrant des places fortes comme Strasbourg et Metz, bien que cette ville soit historiquement de culture française. Ni ethnique, ni linguistique, ces nouvelles frontières n'auront que faire de la volonté d'1 597 000 Alsaciens lorrains devenus allemands du jour au lendemain. Ils sont désormais citoyens d'un Reichsland, c'est-à-dire une terre d'empire qui appartient à l'ensemble des autres États allemands et dépend directement du Kaiser. On ne demande pas leur avis aux gens. Néanmoins, il y a un droit d'option. Donc si vous ne voulez pas devenir allemand, il faut vous déclarer avant le 1er octobre 1872. Mais à ce moment-là, vous devez partir. Vous optez pour la France. Dans un premier temps, de très nombreux Alsaciens avaient fait ce choix, avant de revenir dessus ou d'être contraints à y renoncer parce qu'ils ne voulaient pas ou qu'ils ne pouvaient pas quitter le pays. Leurs racines et leur foyer étaient en Alsace. Leur statut économique et social ne leur permettait pas d'émigrer en France de l'intérieur. Au final, moins de 10% d'Alsaciens lorrains partiront. La majorité, qui choisit de rester sur le territoire, va devoir s'adapter à la politique de germanisation qui est mise en place. Ceux dont la langue maternelle était l'allemand, c'est-à-dire ceux qui parlaient le dialecte alsacien, on voulait les couper du français par tous les moyens possibles.
Dans ces cas, l'usage du français comme deuxième langue était fortement limité parce qu'on était d'avis qu'il fallait complètement germaniser cette population allemande sur le plan culturel. La regermaniser, la défranciser comme on disait à l'époque, en chassant le français du quotidien. Les Alsaciens lorrains voient tout leur quotidien transformé sous l'emprise du nouveau pouvoir. Attirés par la promesse d'un nouvel Eldorado, des milliers d'immigrants allemands s'installent et contribuent à un essor économique sans précédent. Les villes elles-mêmes se métamorphosent. De nouveaux quartiers, les Neustadt, sortent de terre à Metz, mais surtout à Strasbourg, où la coupole du palais impérial domine la Kaiserplatz, théâtre des parades militaires organisées en l'honneur de l'empereur. Le jeune Reichsland Elsass-Lothringen devient la vitrine de l'Empire allemand. Du côté français, il y a d'abord une réelle volonté dans les toutes premières années de reprendre rapidement l'Alsace-Lorraine. On en parle à l'école, tous les enfants ont entendu parler de Strasbourg. Ils apprennent même à lire dans un livre qui s'appelle « Le Tour de la France par deux enfants », dont les petits héros partent de Phalsbourg, en Lorraine, en Moselle d'aujourd'hui, et ils sont chassés par les Prussiens. Ils ne veulent pas vivre sous le joug des Prussiens, et ensuite ils font le tour de la France. Et cette Alsace-Lorraine, ça va se muer en symbole. Et toute une multitude d'éléments viennent alimenter cette nostalgie et raviver le souvenir des deux filles perdues de la France, désormais sous le joug prussien et presque quotidiennement violées par l'armée prussienne et sa dictature militaire. Das preußische Militär und die preußische Militärdiktatur. Il y avait depuis 1870 toute une communauté de gens qui voulaient combattre pour le retour de l'Alsace à la France. Et cette communauté, donc revancharde, on va dire, était basée à Paris. Et tous ces... C'était surtout des hommes. Tous ces hommes se connaissaient, se rencontraient et il y avait un travail qui a été fait au niveau des idées, au niveau de la propagande. Il va y avoir des dessinateurs comme Hansi qui vont s'engager aussi pour montrer que l'Alsace est malheureuse sous le joug allemand. Et donc ainsi, ils vont mettre en place toute une représentation de l'Alsace martyrisée par les Allemands. Puisse en notre chère France les rameaux verts de l'espérance fleurir par toi, mon cher enfant. Grandis, grandis, la France t'attend. Si vous ajoutez à cet esprit qu'on nous inculquait dès les premiers bancs de l'école, si vous ajoutez à cet esprit l'esprit revanchard, eh bien vous pouvez comprendre dans quel sentiment pouvaient nous avoir les Allemands. 28 juin 1914. L'assassinat d'un archiduc autrichien à Sarajevo déclenche une mécanique d'alliance qui laisse pressentir l'imminence d'une guerre. En France, la question de l'Alsace-Lorraine redevient brûlante. La machine propagandiste se met en mouvement. Pour la contrer, les tenants de la paix jouent leur dernière carte avec l'énergie du désespoir. Jaurès joue alors un rôle essentiel. Il rappelle dans ses discours devant la Chambre des députés qu'il ne faut pas se focaliser sur l'idée d'une revanche que personne ne veut et qui ne viendra pas. Toute la question de l'Alsace-Lorraine se ramène donc à ceci. Avons-nous foi dans l'avenir de la démocratie française? Avons-nous foi dans l'avenir de la démocratie allemande? Si elles grandissent toutes deux, il est impossible qu'un accord n'intervienne point précédé d'une réparation. Il ne s'agira plus entre les deux peuples d'une misérable querelle d'amour-propre. Nous avons eu nos victoires comme ils ont eu les leurs. Pour préparer cet accord possible, pour hâter cet avenir entrevu, notre devoir est d'affirmer d'abord notre foi dans la démocratie allemande et dans le triomphe pacifique de la justice. Ensuite,
de travailler avec passion au développement de la démocratie française. Mais au sein du Reich, au sein de la population allemande, certains auraient assurément vu d'un bon œil et encouragé une forme de réconciliation franco-allemande. Dans cette perspective, l'Alsace pouvait alors jouer un rôle inédit de trait d'union entre les deux pays. On garde le souvenir des horreurs de la guerre et le courant pacifiste devient de plus en plus important. Et c'est pourquoi il faut des idéologies et des moyens de propagande un peu plus musclés pour convaincre les gens que si, ça vaut la peine de reprendre la guerre. Jaurès est un homme qui a perdu le pli de la nationalité française et qui s'est laissé faire une mentalité étrangère. Il a pris même le physique de l'Allemand. Il en a la carrure ramassée et lourde, la barbe rousse et broussailleuse, la physionomie professorale, le style dogmatique et pédant. Jusqu'au bout, Jaurès déplora toute son éloquence pour tenter d'empêcher le déclenchement de la guerre. Pour les nationalistes, ce discours de réconciliation entre les peuples relève de la trahison pure et simple. Les appels au meurtre se multiplient dans une certaine presse et ils seront entendus. Dans la soirée du 31 juillet 1914, Jaurès est abattu à bout portant par un étudiant qui déclarera avoir voulu éliminer un ennemi de son pays. Cette caricature est celle qui impressionna le plus l'assassin. On y voit l'Alsace bâillonnée par un soldat prussien et Jaurès qui déclare « Vous le constatez, messieurs, l'Alsace elle-même ne dit rien. » Le meurtrier, Raoul Villain, était en effet de ces jeunes gens qui se réunissaient périodiquement devant la statue de Strasbourg, place de la Concorde, pour réclamer le retour de l'Alsace-Lorraine à la France, quel qu'en fût le prix. Le lendemain de l'assassinat de Jaurès, la France décrète la mobilisation générale. Quand la guerre éclate en 1914, le rêve des Français, c'est de retrouver l'Alsace-Lorraine, et ils n'imaginent pas qu'on puisse faire la guerre ailleurs que devant Strasbourg ou Metz. La première chose que la France essaie bien sûr de faire, c'est de lancer une offensive sur l'Alsace, en fixant l'objectif, avec cette guerre que personne n'a voulu, mais qui est bien là, d'obtenir la révision du traité de Francfort. Au point de vue stratégique, c'est assez incompréhensible, parce que depuis plus de 40 ans, les Allemands ont fortifié toute l'Alsace-Moselle d'aujourd'hui, l'Alsace-Lorraine de l'époque. Ils ont créé notamment un grand centre fortifié qui est celui de Metz-Thionville. C'est la plus grande place forte au monde à l'époque. Il y a une concentration de près de 100 000 soldats dans le Reichsland Alsace-Lorraine. Donc évidemment, les Français sont attendus. Et pourtant, les Français foncent droit dedans. Dès les premiers jours, des combats ont lieu autour de Mulhouse et permettent de reprendre rapidement la ville. Un succès rapide mais de courte durée. Des renforts arrivés de Strasbourg permettent aux Allemands de monter une contre-attaque dès la matinée du 9 août. Incapables de leur opposer une défense concertée, les Français sont contraints d'évacuer Mulhouse 2 jours seulement après l'avoir prise. Au bout de quelques semaines, ils seront expulsés d'Alsace-Lorraine, sauf dans une petite partie du Haut-Rhin qui, elle, restera en leur pouvoir jusqu'à la fin de la guerre. Cette enclave française en Alsace comprend les cantons de Thann, de Masevaux et de Dannemarie. L'état-major français voit dans ces territoires des fragments de ces provinces perdues, qu'il faudra reconquérir tout entière au nom de ce que le général Joffre appelle la grande œuvre de la revanche. Le ton est martial, mais trouvera-t-il un écho auprès des habitants de ces vallées paisibles qui vont une nouvelle fois passer d'un pays à l'autre ?
Quel accueil vont-ils réserver à ces soldats français qui viennent à leur rencontre, persuadés que les Alsaciens lorrains correspondent aux images fabriquées par la propagande? Il faut dire que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est les Alsaciens ou les Lorrains. Ils n'en ont jamais vu, et quand ils en voient, ils sont surpris. Parce que ce sont des gens qui ne parlent pas français, ou alors qui ont un fort accent, qui ont des noms bizarres, ils s'appellent Müller, Schneider. On a une image de l'Alsacien lorrain, le brave Alsacien qui attend le retour des poilus français, et en même temps, il y a une réalité, c'est que le français de base, quand il voit un Alsacien, il se méfie de lui. Il le dénonce parfois aux autorités, parce qu'il parle en boche, il chante en boche, je cite. Et même beaucoup d'Alsaciens lorrains sont enfermés dans des camps pendant la guerre par les Français, au nom du fait qu'ils sont de nationalité allemande. Dès le début de la guerre, dans tous les pays belligérants, les ressortissants des nations considérées comme ennemis sont expulsés ou arrêtés. En France, des camps sont très vite ouverts dans le Grand Ouest ou dans le Sud, loin des zones de combat ou des installations militaires sensibles. On y interne des étrangers de plusieurs nationalités, en majorité des Allemands, mais aussi de nombreux Alsaciens lorrains, bien que ces derniers disposent d'un statut particulier. Le traité de Francfort ayant été abrogé du fait de l'état de guerre, ils devraient théoriquement être considérés comme des Français retenus malgré eux dans une région occupée. Mais en pratique, les autorités les considèrent comme des espions en puissance. Une commission de triage les classera en 3 catégories définies en fonction de leur ascendance ou de leur comportement. Ceux qui sont considérés comme de sentiments français obtiennent un statut de réfugiés. Ceux qui sont désignés comme douteux sont placés en résidence surveillée. Ceux enfin qui sont soupçonnés d'attitudes anti-françaises sont classés dans la catégorie S, c'est-à-dire suspects du point de vue national, et envoyés dans des camps d'internement pour Allemands. Donc il y a une ambiguïté qui est en fait fondamentale. On en revient aux notions de nationalité. Pour un Allemand est un Allemand celui qui est de sang, de langue allemande, de parents allemands. Pour un Français, ça ne devrait pas être le cas normalement. Mais finalement, ils raisonnent comme les Allemands. C'est-à-dire quand ils voient des gens qui se disent français mais qui ne parlent pas le français ou mal le français, qui ont des coutumes germaniques, ils fêtent Saint-Nicolas, ils mangent du Kuhglopf, de la choucroute, etc. Pour eux, dans leur esprit, ça ne peut pas être des vrais Français. Dans la petite partie de l'Alsace redevenue française, ces mesures sont complétées par d'autres, encore plus drastiques. Face à la mobilisation allemande organisée du 2 au 17 août 1914, les autorités françaises décident de ne prendre aucun risque. Elles font arrêter, évacuer et ensuite interner les Alsaciens lorrains âgés de 17 à 45 ans, en qui elles voient de potentiels recrues pour l'armée ennemie. L'Artan Masvaux a été considéré comme un laboratoire d'Alsace française et on a tourné des films là, par exemple le service cinématographique des armées a montré que la population alsacienne n'attendait que le retour des Français. On a mis en scène des soldats français arrivant dans des fermes ou dans des familles alsaciennes et qui sont reçus à bras ouverts par la maîtresse de maison, par les enfants. Et les soldats eux-mêmes vont se mettre à aider à la ferme. Et immédiatement, il y a comme ça une communauté qui se crée. C'est le retour, voilà, c'est les retrouvailles. C'est des gens qui n'auraient jamais dû être séparés et qui se retrouvent dans tout de suite une complicité, une connivence qui était inscrite dans leur histoire. Pendant la guerre, on va voir l'Alsace-Lorraine utilisée par la propagande française à plusieurs reprises. On a notamment une affiche assez connue de Hansi pour un emprunt de guerre qui montre la cathédrale de Strasbourg, c'est-à-dire l'objectif à atteindre, la libération de Strasbourg. Les petites filles adoptent une poupée alsacienne et l'argent va aux réfugiés. On utilise beaucoup ce symbole-là. Et ces images de propagande ont été diffusées non seulement en France, mais aussi dans les pays alliés. Il y a eu beaucoup fait pour convaincre les Américains d'entrer dans la guerre, et entre autres le fait que l'Alsace avait été
impunément et injustement arrachés à la France, et qu'un des buts de guerre, ça allait être de retrouver l'Alsace. La France est déterminée à appliquer son administration nationale dans ce petit territoire reconquis. Mais certaines lois heurtent les Alsaciens, notamment celles qui imposent la séparation de l'Église et de l'État. Faudra-t-il décrocher les crucifix des salles de classe? Cesser de payer les prêtres, les pasteurs et les rabbins? Et puis il y a aussi l'aspect social, parce que l'Allemagne de cette époque-là, qui était une monarchie, était très en avance au niveau social par rapport à la République française. Assurance maladie, assurance chômage. Donc il y a cette question-là. Il y a la question de la langue. Les Français vont faire la classe dans ces villages. En quelle langue va-t-on faire la classe? La langue française que personne ne comprend, ou la langue allemande, mais à ce moment-là, c'est une espèce de capitulation culturelle. Alors on décide de faire la classe selon la méthode directe. On ne parle que français aux élèves. Et au bout d'un moment, ils sont censés pouvoir se débrouiller. Bon, dans les faits, on sait très bien que la plupart des instituteurs avaient été choisis parce qu'ils étaient soit d'origine alsacienne, soit ils parlaient l'allemand. Donc on sait très bien que dans les classes, souvent l'instituteur traduisait les mots. Mais officiellement, il n'avait pas le droit de le faire. Cette petite vallée devient la vitrine d'une future Alsace française. Le président Poincaré invite un certain nombre de personnalités comme le roi d'Italie, Victor Emmanuel III, ou le général Pershing, commandant en chef des troupes américaines, qui était d'ailleurs d'origine alsacienne. Autant de témoins étrangers convoqués pour attester le bien-être d'une population ravie de retrouver sa vraie patrie. L'objectif est de continuer à convaincre les Alliés du bien fondé de la revendication française, mais aussi de contrecarrer la propagande allemande qui insiste sur les Alsaciens internés ou brimés par l'administration française. Côté allemand, cependant, une répression de plus en plus brutale s'abat sur les habitants du Reichsland. Ce qui fut jadis la vitrine de l'Empire se fissure. « 10 octobre. Fini les conversations en français. Tout le monde s'aborde en allemand ou en alsacien. Par suite de toutes les mesures vexatoires qu'on leur impose, de toutes les injures dont on les gratifie dans les journaux, les Alsaciens n'ont qu'un désir, c'est de voir les Allemands battus et humiliés. Ces derniers ont réussi, grâce à leur dictature, à annihiler ce que 44 ans d'administration civile avaient fait pour le rapprochement. Et c'est en 9 semaines qu'on a obtenu ce magnifique résultat. Pas de village où journellement les civils ne soient victimes d'abus de pouvoir. » Trop âgé pour être mobilisé, l'artiste alsacien Charles Spindler a passé la guerre dans son hameau de Saint-Léonard, situé dans une zone de garnison à une vingtaine de kilomètres à l'arrière du front. Autour de lui s'abat la chape de plomb de la dictature militaire. Dans le journal qu'il tient chaque nuit pendant 4 ans, il décrit les brimades, les privations de liberté et les arrestations dont sont victimes les Alsaciens constamment soupçonnés d'être de mauvais Allemands. Le comportement des Alsaciens entre eux, le fait de parler français au sein de la bourgeoisie ou pour s'exprimer en public, ou le fait que des mots français comme le maire se glissent dans le dialecte alsacien tout à fait naturellement, tout cela est perçu par les militaires allemands comme de la francophilie, presque comme une trahison, ce qui ne cesse d'engendrer des problèmes, des arrestations, des interrogatoires. C'est ça aussi le paradoxe alsacien, on va se méfier de lui des deux côtés. Et lui, il ne sait pas où il doit se placer. Les Allemands se méfient des Alsaciens parce qu'ils les jugent francophiles, et les Français se méfient d'eux parce qu'ils les jugent quand même un peu trop boches. Donc, où doivent-ils être? C'est finalement l'histoire qui tranche. Je dis toujours qu'elle était blanche, ma vallée, parce que c'était en janvier que j'étais née.
et que je garde les hivers où c'était une neige énorme et où nous sortions malgré les fusils qui tiraient à droite et à gauche, il fallait bien un peu sortir à l'air. Et où j'ai eu à côté de moi un camarade que la balle a atteint à la tête, et qu'on a pu sauver encore, qui avait mon âge aussi. Mais autrement, nous étions entre les deux peuples, allemand et français, et un jour, un officier français qui m'a vu et qui voyait la petite fille de 9 ans que j'étais, a dit « Alors toi, tu peux pas me dire où sont les Allemands ?» Je cherche les Allemands, ils étaient une patrouille, n'est-ce pas? Et ils se cherchaient comme ça. Alors j'ai dit non, je ne les ai pas vus, et d'ailleurs je ne vous le dirai pas, parce qu'on ne trahit pas. J'ai dit ça. Alors il s'est retourné, il a dit, en voilà une gamine qui sait ce qu'elle veut. Et bon, alors on a vécu avec les balles, et on n'avait plus assez à manger en 14. Et ça, pour des petits-enfants, c'était... À Noël, il y a eu un Noël, 14-15, où on n'avait rien. Un sapin, du sapin. Et puis des restes que ma mère avait mis de côté. Non loin des villages de la vallée, les combats font rage dans les Vosges où le front s'est stabilisé dès l'automne 1914. C'est une guerre de montagne qui va s'y dérouler à 1000 lieues de la boue des tranchées. Une guerre où l'hiver, il faudra affronter le froid, le vent et la neige qui rend les routes impraticables. Envoyés comme troupes de choc chargées de percer les lignes allemandes, les chasseurs alpins sont rejoints par des chiens d'Alaska, compagnons d'armes inattendus, qui tirent les traîneaux destinés à l'approvisionnement des troupes et à l'évacuation des blessés. L'Allemagne est quant à elle préparée depuis longtemps au combat sur ce front emblématique. Désormais, les deux adversaires se font face, déterminés à se disputer sans merci le territoire tant convoité. On pensait avant la guerre que l'Alsace-Lorraine serait le champ de bataille principal d'une éventuelle guerre franco-allemande. Alors ça n'a pas été le cas, mais il y a quand même 2 gros épisodes violents. Donc le début, août 14, la guerre en Lorraine annexée et en Alsace du Sud. Et puis ensuite, surtout l'année 15, début 16, avec les combats des Vosges, donc deux champs de bataille emblématiques, le Linge et puis le Hartmannswillerkopf, que les Français, comme ils n'arrivaient pas à prononcer ce nom, ont appelé le Vieil Armand. Ça, ce sont des abcès de fixation où il va y avoir des combats très violents pour contrôler les crêtes, les sommets, afin de dominer la plaine d'Alsace. C'est pas un point crucial du front, mais c'est un point évidemment symbolique. Les Français se battent sur le sol allemand, c'est le seul endroit d'Europe où les Français ont mis un pied en Allemagne. Même si c'est l'Alsace-Lorraine, bon, juridiquement, c'est l'Allemagne. Les Allemands, sinon, se battent uniquement chez les autres. Donc pour eux, c'est important aussi, c'est la défense du Vaterland, de la patrie. Donc plus que la réalité des combats, qui sont très violents, mais il n'y a pas d'enjeu stratégique énorme. Par contre, il y a un enjeu sentimental très important.
12 août. Cette fin d'après-midi, j'ai eu la visite du maire d'Ottrott. Nous avons cherché à nous rendre compte des changements que produirait, au point de vue alsacien, une victoire des Allemands. Elle aurait pour premier résultat de lier l'Alsace irrévocablement à l'Empire. L'esprit frondeur qu'on tolérait jusqu'à présent serait mis hors la loi. Il est peu probable que les Français, qui dans les dernières années avaient pris l'habitude de revenir aux pays annexés, voudraient, après une défaite, rechercher le contact de leur vainqueur. Ils renonceraient donc à ces voyages et sous ce rapport nous perdrions évidemment. L'Alsace ne serait plus un champ d'observation pour l'historien curieux d'y retrouver les traces des deux cultures qui s'y sont fixées. Au bout de quelques années, elle deviendrait semblable à toute autre province d'Allemagne. Quelques mois après avoir écrit ces lignes, Charles Spindler est témoin de l'entrée des premiers soldats français dans la petite ville d'Obernai, le 18 novembre 1918. Il immortalise avec son appareil photographique ce moment qui signe la fin de 4 années d'oppression. Avec l'entrée des troupes françaises en Alsace, la vague bleu horizon des uniformes déferle jusqu'au Rhin. Des défilés officiels sont organisés dans chaque ville et dans chaque village, afin de montrer combien les soldats sont accueillis en libérateurs par une population qui pavoise en bleu, blanc, rouge. Les autorités ne veulent pas attendre le retour officiel du territoire à la France pour marquer spectaculairement les esprits. But de guerre affiché, l'Alsace et la Lorraine doivent être investies sans tarder. Il faut montrer que l'image de l'Alsacienne captive, attendant depuis des décennies le valeureux soldat français, n'était pas que propagande. Souvent mises en scène, ces retrouvailles sont filmées afin de prouver aux yeux de tous que les millions de poilus morts au champ d'honneur n'ont pas été sacrifiés en vain. Alors la question de l'entrée des troupes françaises en Alsace-Lorraine, on a des difficultés à appréhender exactement ce qui s'est passé. On voit des films, on voit des photos, qui ne sont pas truquées, hein. On voit des milliers de gens qui applaudissent les troupes françaises, qui pleurent, qui sont heureux. Donc les gens sont heureux, ça c'est un fait. Mais pourquoi sont-ils heureux exactement? Ça c'est plus difficile à déterminer. D'abord ils sont heureux parce que la guerre est finie. Ensuite les troupes françaises arrivent avec du ravitaillement. Une chose qui est assez peu connue en France, parce que la France s'en est relativement bien sortie, c'est que c'est quasiment la famine en Allemagne en 1918. Donc je pense qu'on peut dire que cette joie n'est pas feinte, les gens sont heureux, ils en avaient assez du régime allemand, et finalement ils connaissent plus le régime français, sauf vraiment les personnes très âgées, mais ils sont prêts à tenter l'expérience, donnant leur chance aux Français. Cet enthousiasme que manifestent les populations alsaciennes et lorraines conforte l'État français dans sa volonté inébranlable de retrouver ses provinces perdues. Mais au sortir d'une guerre, les peuples et les États ne décident pas unilatéralement de leur destin. C'est l'affaire d'âpres négociations internationales menées au plus haut niveau. Dès janvier 1918, avant même de connaître l'issue de la guerre, Woodrow Wilson, président des États-Unis, propose un programme de paix en 14 points où s'esquisse un concept novateur, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, déjà largement revendiqué au sein des mouvements révolutionnaires en Russie et en Allemagne depuis 1917. Mais est-il envisageable de consulter les populations sur leur destin après l'armistice, alors que les grandes puissances se préparent une nouvelle fois à se partager le monde? La France prendra-t-elle le risque de proposer aux Alsaciens lorrains un référendum, qu'on appelait à l'époque plébiscite?
En Alsace, il y a cette idée que le traité de Francfort, bien que valable juridiquement, était injuste moralement, donc on peut le déchirer sans plébiscite. Le président Poincaré vient à Strasbourg, ici, il se met à la tribune de l'hôtel de ville, et devant la foule, il déclare « le plébiscite est fait ». C'est-à-dire, on n'organisera rien, l'enthousiasme de la foule fait que on connaît la réponse, on n'a pas besoin de demander aux gens. Un mois après cette déclaration très médiatique, la conférence de la paix qui se tient à Paris en janvier 1919 ne s'encombre pas de la volonté des peuples. Ce sont les objectifs diplomatiques, stratégiques et économiques des États victorieux qui imposent à l'Allemagne un traité signé dans la Galerie des Glaces au château de Versailles le 28 juin de la même année. La carte du continent européen est remise en cause et toutes les décisions font l'objet de négociations dans lesquelles chaque État défend ses intérêts. Dans les pays anglo-saxons notamment, la reconnaissance de la récupération en quelque sorte de l'Alsace-Lorraine par la France n'allait pas de soi. Et ça a été un processus relativement long, des discussions assez serrées pour que les Anglais, les Américains acceptent cela. Chacun ayant son idée un peu derrière la tête. Les Américains, leur traumatisme majeur, c'est la guerre de sécession. Donc, des gens à qui on demande leur avis, s'ils veulent faire partie d'un pays ou pas, c'est pas quelque chose qui était très clair pour eux. Et puis les Anglais, c'était la question irlandaise. Si on fait un vote en Irlande, qu'est-ce qui va se passer? L'Irlande va demander son indépendance. Alors, soyons prudents avec l'Alsace-Lorraine. Finalement, on accepte le fait qu'il n'y ait pas de plébiscite en Alsace-Lorraine. Ça arrange la Grande-Bretagne. Le retour de l'Alsace-Lorraine à la France est donc acté. Fin 1918, le service cinématographique des armées tourne un film mettant en scène des soldats démobilisés traversant une Alsace qui soudain revit et se réveille comme d'un long sommeil de 47 ans. Mais cette représentation d'une Alsace tout acquise à la France n'existe que sur pellicule et balaie plus de 40 ans d'histoire. La population de l'Alsace-Lorraine avait beaucoup changé depuis 1871. D'une part, il y avait un certain nombre de francophiles qui avaient opté et qui étaient partis. Ils ont été remplacés par des Allemands. Certains appartenaient à l'élite, les professeurs de l'université de Strasbourg, les hauts fonctionnaires. D'autres étaient de simples ouvriers ou ouvriers agricoles. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rencontré des jeunes filles, des jeunes hommes, ils se sont mariés, ils sont restés là, ils ont eu des enfants. En 1918, donc l'Alsace-Lorraine redevenue française, c'est la nouvelle frontière, face à une Allemagne qui reste menaçante. Donc il faut éviter que le soldat français se fasse poignarder dans le dos en cas de guerre. Donc il faut expulser tous ceux dont on n'est pas sûr. Et il y a un système qui a été mis en place qui s'appelle les commissions de triage. Comme pendant la guerre, on cherche à distinguer les Allemands immigrés des autochtones. Et parmi ces derniers, à débusquer les germanophiles. 4 catégories sont identifiées par les autorités et se voient attribuer une carte d'identité frappée d'une lettre distinctive.
A pour les Alsaciens lorrains nés avant 1870 et leurs descendants. B quand un ascendant est étranger. C pour les ressortissants des pays alliés ou pays neutres. Et enfin, D pour ceux qu'on appelle les vieux Allemands. Ce sont ces migrants venus s'installer en Alsace-Lorraine depuis l'annexion de 1871. Ce D sur la carte d'identité met son possesseur en danger d'expulsion. Je sous-signais Anna Cassel ai l'honneur de prier Monsieur le Commissaire général de vouloir, si possible, me faire délivrer une carte A à la place de la carte D qui m'a été remise. Je suis né à Strasbourg le 18 août En réponse de votre lettre du 22 avril, j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'il n'y a pas lieu pour le moment de donner suite à votre demande. Étant né de parents allemands, la carte D vous revient conformément à l'arrêté du 14 décembre 1918. Mes 2 enfants ont la carte B et moi seul j'ai la carte D, ce qui est un vrai préjudice pour moi. L'expulsion des vieux Allemands est sans conteste un chapitre sombre, difficile de l'histoire, surtout compte tenu des conditions dans lesquelles elle s'est passée. Il n'y a pas eu de période transitoire et il a fallu quitter le pays très rapidement. Pour beaucoup de familles, ces moments ont été très douloureux. Il y a eu des déchirements, car entre-temps, des liens familiaux s'étaient noués entre vieux Alsaciens et vieux Allemands. Une fois de plus, des familles se sont retrouvées séparées de part et d'autre de la frontière. Dans les premiers jours qui suivent l'armistice, les frontières voient passer des flux croisés de populations militaires allemandes qui refluent vers l'Allemagne, de populations civiles allemandes qui quittent le territoire de l'Alsace-Lorraine fraîchement reconquis par la France, et notamment tous les soldats alsaciens-lorrains quittant leur régiment allemand rentrent à la maison. Il se passe 2 configurations différentes pour leur retour. Soit ils arrivent avant le contrôle du territoire alsacien-lorrain par l'armée française, auquel cas ils rentrent librement à la maison, en uniforme allemand, avec leurs galons et leurs grades et leurs insignes éventuels, leurs armes aussi. Soit ils arrivent à la frontière après le 22 novembre et du coup se font intercepter par les autorités et les militaires français. Ils sont arrêtés à la frontière et on met en place un contrôle d'identité qui consiste à vérifier leurs origines, savoir s'ils sont bien alsaciens-lorrains ou s'ils sont nés de parents allemands. Les autorités vont mener des enquêtes dans les villages d'origine de ces soldats afin de savoir s'ils étaient manifestement pro-allemands ou si, au contraire, ils avaient des sentiments vraisemblablement neutres, voire pro-français. Tout le temps que s'effectue ce contrôle, ces soldats sont donc gardés à la frontière ou dans des casernes à Strasbourg, détenus, et certains disent comme des prisonniers, sur le sol même de leur région. La grande majorité des combattants alsaciens-lorrains n'a pas participé en bleu horizon à cette tragédie qu'a été la Grande Guerre. Redevenus français après le traité de Versailles, leur engagement dans l'armée allemande les rend suspects, voire coupables, aux yeux de leurs nouveaux compatriotes. Désormais parias sur leur propre sol, ils seront effacés de la vie publique en tant qu'anciens combattants. Aucune festivité collective n'est prévue pour les accueillir. Les décorations obtenues dans l'armée allemande leur sont interdites dans les espaces publics. Seuls les engagés volontaires dans l'armée française sont mis en avant lors des commémorations patriotiques, quand bien même ils n'ont été qu'une minorité. Avec les années, la vie reprendra son cours chargé de non-dits. Les Alsaciens lorrains apprendront à vivre sous de nouvelles lois, à parler, pour la majorité d'entre eux, une nouvelle langue.
Un voile de silence sera jeté sur le passé de l'ancien Reichsland. « 1929, Hartmannswiller Kopf. Charles Spindler filme le printemps qui renaît dans ce lieu où reposent les corps de 25 000 soldats, en majorité français, tombés dans les combats les plus meurtriers du front des Vosges. Ces images familiales respirent la douceur de vivre et la confiance en l'avenir, mais elles n'immortalisent qu'un court répit dans l'histoire tragique de l'Alsace-Lorraine au XXe siècle. Mort en 1938, Charles Spindler ne verra pas sa chère région devenir en 1940 l'enjeu de nouvelles revendications et subir l'annexion de fait décrétée par l'Allemagne nazie. Il ne verra pas non plus le retour définitif et souhaité de l'Alsace-Lorraine à la France, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En moins d'un siècle, de 1870 à 1945, les Alsaciens lorrains auront changé 4 fois de souveraineté nationale, souvent sous la contrainte d'une assimilation forcée. Leur identité complexe est le fruit d'une histoire écrite sans leur consentement.